De Funès, êtes-vous aussi comique dans la vie que sur l'écran? Pas du tout. Je suis pas drôle du tout. Il paraît que je suis pas drôle du tout. Si. L'acteur était bourré de talent. Unique, inimitable, il avait le sens du gag, le sens du rythme et l'art de la comédie en lui. L'homme, lui, était élégant, perfectionniste, timide, réservé, inventif, discret et dégageait une certaine tendresse. Oui, vous avez bien trouvé, il s'agit de Louis de Funès. Victor Pivert, Ludovic Cruchot, Stanislas Lefort ou encore Paul Juve, ce sont tous des personnages très détestables, mais que l'on n'arrive pas à détester. Ils ont tous un fond de gentillesse en eux. Louis de Funès, c'est bien plus qu'une légende du rire. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Un acteur dont on ne se lasse jamais. Un génie du comique, certes. Mais avant tout, c'était un travailleur acharné. Car oui, tout n'a pas toujours été facile pour lui, loin de là. Mais ça, on va le découvrir ensemble dans ce documentaire. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et prêts à faire plus ample connaissance avec le visage comique du cinéma français. Je le dis toujours, mais si je pouvais rencontrer qu'un seul acteur autour d'un verre, ce serait bien Louis de Funès. J'aurais tellement de questions à lui poser. Je n'avais même pas 3 ans lorsqu'il nous a quittés, il y a 40 ans déjà, c'était le 27 janvier 1983. Madame, monsieur, bonsoir. Les malheurs, les gens les retrouvent bien assez tôt. Le rire, on en aura toujours besoin. C'est ce qu'aimait à dire Louis de Funès, l'acteur comique le plus apprécié des Français, l'homme dont les grimaces, les ricanements et le rire firent rire et feront rire encore des millions et des millions de gens. Louis de Funès est mort la nuit dernière à Nantes des suites d'un accident cardiaque. Il avait 68 ans. Louis Germain David de Funès de Galarza, de son nom complet, est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, le jour de l'assassinat de Jean Jaurès. Son père, Carlos de Funès de Galarza, est un avocat andalou et sa mère, Léonore Solo y Reguera, est issue d'une puissante et richissime famille de Galice. Enfant rêveur et turbulent, le petit Louis n'a pas connu une enfance très facile. Son adolescence est notamment marquée par la disparition de son père, que sa mère retrouvera plus tard au Venezuela. Louis grandit en regardant le cinéma comique américain et avait pour modèle un certain Charlie Chaplin ou encore un duo comique Laurel et Hardy. Il est entré dans la vie active à l'âge de 16 ans, sans projet et sans réelle passion. Il sera tout d'abord apprenti fourreur, puis a enchaîné plusieurs petits boulots comme cireur de parquet, aide comptable, étalagiste, dessinateur industriel, avant de finalement réussir à gagner sa vie en tant que pianiste de bar. De 5h du soir à 5h du matin, il fait rire et danser les couples à Pigalle. C'est en 1942, à l'âge de 28 ans, qu'il décide de devenir comédien et s'inscrit au cours Simon. Bon, cela ne dure qu'un temps, les cours sont chers. Mais encouragé et aidé par Daniel Gélin qui avait fréquenté avec lui les cours Simon, il se lance dans le métier et court les figurations, les petits rôles au cinéma ainsi qu'au théâtre. Il tourne même dans plusieurs publicités. En 1952, il intègre la troupe des Branquignoles, dirigée par Robert Derry. Durant cette période, il va tourner avec de nombreuses stars, notamment Fernandel, Bourvil, Jean Marais ou encore Jeanne Moreau. Louis n'a jamais rêvé de devenir une superstar. En tête des recettes, ça c'est pas de ma faute, j'ai été poussé poussé malgré moi vers le vedettariat. Pourquoi malgré vous? Parce que je ne voulais pas, je voulais rester second plan. Vous ne pleurez pas quand même d'être l'acteur comique le plus célèbre de France? Oui, si, ça donne des responsabilités quand même. Lesquelles? Parce qu'il ne faut pas décevoir. Et puis alors, je dépends de trop de gens. Je dépends du metteur en scène, je dépends de celui qui m'a écrit, je dépends du distributeur, je dépends du producteur. Le star system, ce n'était pas pour lui. Il voulait juste devenir un bon acteur de second plan qui puisse vivre correctement de son métier. Mais le destin va en décider tout autrement. Le film qui va lancer sa carrière au cinéma, c'est bien sûr La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, sorti en 1956. C'est vraiment grâce au rôle de Jambier et notamment lors d'une scène mémorable qu'il s'est fait remarquer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout!
Je veux 2000 francs, nom de Dieu, Janvier. Janvier, 2000 francs. Rien du tout. Je lui casse la gueule. Janvier, je veux 2000 francs, Janvier, 45 rue Polimo. Oui, oui, on le sait. Plus un franc, plus un sou. Mais laissez-moi le descendre. Janvier, 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 Janvier. N'êtes pas fou? On vous entend partout. C'est le début de la reconnaissance. Un second rôle dans un tel film aux côtés de deux monstres sacrés tels que Jean Gabin et Bourvil ne pouvait que lui être bénéfique pour la suite de sa carrière. Inspiré de la nouvelle de Marcel Aimé intitulée Traversée de Paris, parue initialement en juillet 1946. L'action du film se déroule à Paris en 1942, alors occupé par les Allemands, et narre les aventures de deux hommes, Martin et Grand-Gilles, interprétés par respectivement Bourvil et Jean Gabin, lesquels défient le couvre-feu pour livrer du cochon au marché noir. À la fin des années 50, Louis n'est pas encore une star mais commence à se faire un nom. À l'écran comme sur scène où il joue le rôle principal dans Oscar créé par Pierre Mondy. Mais c'est grâce au théâtre qu'il a tout appris et qu'il a réussi au cinéma. Son premier succès populaire au cinéma suivra avec le film Pouic Pouic de Jean Giraud sorti en 1963. Mais le film qui va vraiment le faire décoller, c'est Le Premier Gendarme à Saint-Tropez de Jean Giraud sorti en septembre 1964. Un énorme succès populaire puisqu'il va attirer plus de 7 millions de spectateurs en salle. Une franchise qui va s'étaler sur 18 années pour 6 films. Jean Giraud, un cinéaste très important dans la carrière de De Funès, puisqu'ils ont collaboré ensemble sur 12 films. C'était vraiment le réalisateur qui laissait le plus de liberté à l'acteur. Louis de Funès était quelqu'un de très exigeant et pointilleux sur les plateaux de tournage. Et cela ne se passait pas forcément toujours très bien avec les réalisateurs. Notamment avec Édouard Molinaro, avec qui il a tourné Oscar et Hibernatus. C'est bien avec le rôle de maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot qu'il est devenu le gendarme le plus célèbre de France. C'était également les débuts du célèbre duo de Funès-Galabru, un duel à la Laurel et Hardy qu'il chérissait tant étant enfant. Mais bien sûr, je reviendrai plus en détail sur cette magnifique saga des gendarmes lors d'une vidéo dédiée. Imaginé par l'écrivain et scénariste Richard Balducci, après une rencontre insensée avec un gendarme assez débonnaire en poste à Saint-Tropez, le film raconte les aventures de Ludovic Cruchot, un gendarme très zélé, muté dans la cité balnéaire de Saint-Tropez sur la côte d'Azur. Il y découvre une brigade où il fait bon vivre et participe aux récurrentes chasses aux nudistes et aux nombreuses activités de détente de sa brigade dirigée par l'adjudant Gerbert, interprété par Michel Galabru. Une comédie qui à l'époque pointait du doigt l'inefficacité de la gendarmerie. Bonjour ma soeur, dites-moi ma soeur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité? Mais bien sûr, mon fils. Merci ma soeur. Vous priez, mon fils? Ben non, oui, et que Dieu nous ait en sa sainte protection. Puis le succès s'enchaîne, 2 mois plus tard avec la sortie du premier opus de la trilogie Fantomas, où il donne la réplique à Jean Marais. Il tient le rôle du commissaire de police Paul Juve et va littéralement voler la vedette à Jean Marais. Fantomas, un personnage mystérieux qui commet des vols et des crimes sous n'importe quelle apparence. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter toutes mes vidéos dédiées à cette magnifique trilogie. Cette année 1964 aura été l'année de tous les succès pour Louis de Funès. L'année de ses 50 ans, il aura enfin atteint le rang de star après avoir joué dans plus de 100 films. Quelle volonté et quelle détermination il a fallu à cet homme, à cet acteur pour atteindre ce rang. Il a tellement ramé pendant plus de 20 ans, mais son personnage a pris forme grâce à toutes ces expériences. Louis de Funès avait beaucoup de talent, mais derrière cette réussite se cache énormément de travail. Il a patiemment créé et façonné son personnage tout au long de ces années de galère. Ne dit-on pas à partir de cette époque-là, un film de Louis de Funès, les gens allaient voir le prochain ou le nouveau De Funès. Il était rentré dans le cœur des Français. On regardait avant tout sa performance à lui avant de juger le scénario ou la qualité du film. J'ai envie de dire que la mise en scène s'organisait autour de lui. À partir de ce moment-là, Louis de Funès enchaîna les films les uns après les autres. Un vrai boulimique de travail qui voulait en profiter. Oui, profiter de ce succès qu'il tenait enfin. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès qui a été le vôtre? Ah non, pas du tout. J'ai été effrayé. Fantastique. J'avais été effrayé. Oui. Oui,
Je l'ai fait un peu je l'ai obtenu involontairement parce que ça je peux le dire, sans me flatter, j'ai toujours essayer de mettre le maximum de qualité dans ce que je faisais, le maximum de trouvailles, de choses. Et ça m'a occasionné cette montée insensible. Et puis alors après, quand j'ai été au fait, là, ça m'a effrayé. Là. Mais je ne cherchais pas à aller là-haut, je cherchais à bien faire. En 1965, il enchaîna avec un autre énorme succès, Le Cornio, une super production réalisée par Gérard Rouy où il partagea l'affiche avec Bourvil. D'ailleurs, l'entente entre les deux acteurs était très cordiale. Même si c'est Bourvil qui était la vraie star du film et qu'il toucha un cachet supérieur à De Funès. Sorti en mars 65, Le Cornio emballe le public français et devient un phénomène. Le film dépasse les 11,5 millions de spectateurs et caracole en tête du box-office loin devant Goldfinger, le troisième opus de la saga 007. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? De mauvais, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Le scénario s'inspire d'un des épisodes du démantèlement de la French Connection au début des années 60. L'affaire Jacques Angelvin, lorsqu'un présentateur de télévision française est arrêté aux États-Unis en 62 au volant d'une Buick Invicta provenant de France, et dans laquelle plus de 50 kg d'héroïne pure ont été dissimulés et qui clame son innocence prétendant avoir été dupé. Antoine Maréchal, Le Cornio, qui se révèle finalement moins naïf qu'il n'y paraît, est interprété par un excellent Bourvil qui est alors à l'apogée de sa carrière. Tandis que Louis de Funès interprète le rôle de Léopold Saroyan, le parrain d'un syndicat de gangsters. Louis de Funès qui a encore tout à prouver à côté d'une star si grande que Bourvil. Je me présente, De Funès. Le Bourvil. Ça va, oui. Ça va. Très bien. Vous avez pensé à ce que vous allez faire dans ce film, là? Oui. Oui. Moi, j'ai quelques bons trucs, je crois que... L'année suivante, en décembre 66, sort La Grande Vadrouille, le nouveau film de Gérard Rouy, un chef-d'œuvre absolu qui a battu tous les records. Avec plus de 17 millions de spectateurs, le film demeure pendant plus de 30 ans le meilleur score au box-office français, toutes nationalités confondues, avant d'être finalement dépassé par Titanic en 1998. La Grande Vadrouille a été durant plus de 40 ans le plus grand succès d'un film français sur le territoire français, avant d'être dépassé par Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone en avril 2008. Le duo que forment à nouveau De Funès et Bourvil est grandiose. Eux qui avaient un jeu d'acteurs tellement opposés se complétaient à merveille. Quel gâchis pour des gens comme vous! Qui vous a donné ces chiens? Qui vous a procuré ces uniformes? Qui sont vos complices? Qui est ce maréchal? Je ne sais plus, parce qu'il m'interrompt tout le temps. Il tousse, il crache sur Nif, et il tousse, il crache sur Nif, voilà. De Funès, bon, c'est un personnage qui est très différent et il est très exigeant. Il est très exigeant avec les comédiens qui travaillent avec lui, mais il est exigeant avec lui-même. Ouais. Ce qui fait que c'est normal qu'il soit un petit peu difficile. Mais il avait une particularité, c'est que De Funès, personne, je dis bien personne, ne pouvait prendre la place de Funès. Quand un film était écrit pour De Funès, si au dernier moment il disait « je ne le fais pas », personne ne pouvait prendre sa place. Le film se déroule durant la Seconde Guerre mondiale dans la France occupée et raconte les déboires de deux Français qui sont totalement opposés par leur caractère et leurs origines sociales. Mais ces deux-là se retrouvent obligés d'aider un petit groupe d'aviateurs britanniques à se rendre en zone libre, tout en étant poursuivis par les Allemands. Bourvil joue le rôle d'Augustin Bouvin, un peintre en bâtiment un peu naïf, alors que le personnage qu'interprète Louis de Funès est à l'image du personnage qu'il a mis des décennies à créer. Stanislas Lefort, un chef d'orchestre à l'Opéra de Paris, qui est à la fois tyrannique, fourbe, irascible, râleur et imbu de sa personne. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Hein. L'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Au 17. Hop. Ce film lui a valu et lui vaut encore aujourd'hui une popularité qui dépasse le monde du cinéma. Si le Cornio l'a propulsé, la Grande Vadrouille l'a envoyé au firmament. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il traite également de la Seconde Guerre mondiale, mais de manière comique, tout en utilisant un contexte historique exact. En 3 ans et 3 films, Louis de Funès est au sommet de sa gloire. Il est même reçu à l'Élysée par le général de Gaulle qui déclara « Dans votre domaine, vous êtes un maître ». Oui, il avait réussi et était devenu l'acteur le plus populaire et le plus demandé en France. Même si De Funès était satisfait d'avoir atteint un tel niveau de succès et de célébrité, il n'aimait pas du tout ce qui allait avec. D'ailleurs, il le déclara lui-même dans une interview. Une chose à laquelle je suis réellement allergique dans ce métier, ce sont les mondanités extérieures au théâtre et au cinéma. D'abord parce qu'elles n'ont rien à voir avec le travail, ensuite parce qu'elles sont généralement stériles, inutiles et même néfastes. D'ailleurs, on le voyait très bien lors de ces différentes interviews où Louis n'était jamais vraiment à l'aise. Je crois qu'il n'aime pas les mondanités, enfin si je peux me... J'aime pas. Il n'aime pas les mondanités. Parce que c'est de la comédie, ça c'est fatigant. Ah, bah c'est de la comédie. C'est de la comédie et on n'est pas payé pour le faire en plus. C'est pas ça. Non, parce que le paiement, non. Vous savez que le paiement, ça fait toujours plaisir dans l'argent, je ne vais pas leur faire cadeau. Mais si je rejouais, je jouerais exactement la même chose, même pour rien du tout. Exactement. Ah, exactement, avec la même conscience, peut-être un peu plus. Mais vous ne voulez pas qu'on vous invite à jouer votre rôle dans un cocktail? Ah, pas du tout, genre vous ça. Pas. Ah, puis on dit des banalités, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais jamais aux premières, jamais, jamais. Le 25 janvier 1967, Louis de Funès acquiert le château de Clermont, situé au Cellier en Loire-Atlantique, lors d'une vente aux enchères pour 830 000 francs. Ce château était la propriété de Charles Naud de Maupassant, époux d'une tante paternelle de Jeanne de Funès, et le couple de Funès y est souvent allé en vacances. Cette retraite bretonne lui permet vraiment de vivre au calme, loin de la capitale, des journalistes et des curieux. Et il peut vraiment s'adonner à son loisir préféré, le jardinage. Et dans le jardin, j'ai trouvé le calme, le charme aussi du potager, de la nature, les oiseaux, le bruit des abeilles. Et ça va rester pour tout le restant de mes jours, je crois. De mon lit, je saute et c'est le jardin tout le temps. Ah, maintenant, à 8 h, je me lève vers 6 h, tous les jours. Alors maintenant, on va planter des pommes de terre. J'ai déjà des pommes de terre nouvelles sous des cloches qui viennent de pointer, elles sont comme ça. Et pour nous, c'est un événement, vous savez. Moi, quand j'étais à Paris, je pensais déjà, ça on voit ça, à lever, on va regarder un petit bout de verre. D'autres nous prendraient un peu ridicule, mais nous prendraient ridicule, mais pas moi. Voilà. Une bonne salade. Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. C'est une aventure, la salade qui pousse. Et après, on la mange à toute chose. Bien que submergé de propositions, Louis de Funès en profite pour monter ses propres projets. Même s'il n'a jamais été producteur ni auteur, ni même réalisateur, mis à part sur l'Avare en 1980 qu'il a co-réalisé avec Jean Giraud, il dirigea de manière officieuse bon nombre de ses films. Comme c'est le cas avec Les Grandes Vacances sorti en 1967 réalisé par Jean Giraud. Une comédie qui nous montre une France bourgeoise des années 60, bien loin des 68 arts. Un projet qu'il monta pour offrir aussi à son fils Olivier un premier grand rôle. Claude Jansac interprète Isabelle Bosquier, l'épouse de Louis. D'ailleurs, c'est Jeanne, la femme de Louis de Funès, qui a voulu que Claude Jansac soit l'épouse de Louis dans ses films. C'est pour cela qu'elle reprend ce rôle à 9 reprises. Maurice Rich me dit, Louis m'a demandé, il va tourner après Oscar, et il voudrait que tu fasses des essais, et il demande si, par hasard, tu voudrais bien, je vous jure que c'est authentique, si tu voudrais bien jouer avec lui. Dans ce film, De Funès interprète le rôle de Charles Bosquier, directeur de l'institution Bosquier, un internat pour jeunes gens. À nouveau, il joue un personnage horrible, détestable, dont il a le secret. De Funès a toujours su jouer les odieux personnages, mais sans être complètement antipathique. Vu que son fils Philippe a raté son bac, Charles Bosquier décide de l'envoyer pour un séjour linguistique en Angleterre. Il accueillera en échange la fille d'un distillateur de whisky écossais. Mais son fils a préféré prendre des vacances avec ses copains et il a envoyé à sa place le gros Michonnet qui ne supporte pas la cuisine anglaise. Quand Charles Bosquier se rend compte de la supercherie, il part à la recherche de Philippe. Avec près de 7 millions d'entrées en salle, c'est un nouveau succès. Qu'est-ce que c'est? Oysters à la parisienne.
Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. Ah, ça c'est étonnant. Oh là là. Attendez. C'est délicieux. Delicious. Mange, mon fils. C'est délicieux. Mange. Que c'est bon. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Allez, mange, allons. Par la suite, il poursuit bien évidemment la série des gendarmes. Il tourna également Le Tatoué en 1968 avec Jean Gabin, ainsi que d'autres films. Mais au début des années 70, alors qu'il touchait près de 2 millions de francs par film, ce qui faisait de lui l'acteur français le mieux payé après Jean-Paul Belmondo, il freina un peu la cadence et le rythme, pour finalement à nouveau se consacrer au théâtre avec la reprise d'Oscar. En 1973, les aventures de Rabbi Jacob le hissa de nouveau à la première place au box-office avec plus de 7 millions de spectateurs. Un film qui n'a pas été de tout repos pour De Funès. Lui qui a dû apprendre une danse ascétique très physique que son personnage de faux rabbin exécuta avec brio. Un film qui évoquait avec intelligence et beaucoup d'humour l'antisémitisme, un sujet très brûlant à l'époque. Le scénario, la diversité des lieux, les dialogues, le casting, les gags, la musique de Vladimir Cosma, tout était parfait. Et que dire du personnage de Victor Pivert, interprété par De Funès, un industriel français arriviste, cynique, autoritaire, empli de préjugés racistes et antisémites. Tu es peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Pivert qui va se retrouver englué malgré lui dans les péripéties d'une révolution dans un pays arabe mené par Mohamed Larbi Slimane. Poursuivi par les barbouzes du colonel Fares, il débarque au milieu d'une barvitsa où Pivert, s'étant déguisé en rabbin, doit tenir un rôle central. Par exemple, un jour, il y a le nom de Louis de Funès dans le film, c'est Victor Pivert. Monsieur Pivert. Bon, j'ai appelé le personnage Monsieur Pivert parce qu'un jour, en partant en Belgique, nous allions à la présentation de la Folie des Grandeurs. Je ne sais plus, on est passé devant un magasin, on était en taxi, et il y avait un magasin qui s'appelait Rossignol, ou je ne sais pas quoi. Et il s'est mis à me faire l'oiseau. Des bruits d'oiseaux absolument complètement délirants. Comme ça, dans le taxi, j'ai commencé à me tordre de rire, et je l'ai appelé Pivert. Comment vous appelez-vous? Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. Parce que je savais que si je lui demandais de faire les cris d'oiseaux avant de tourner, il ne les ferait pas. Mais je l'ai appelé Monsieur Pivert, et malicieusement, sans qu'il s'en rende compte, il y a un certain moment où j'ai dit, tiens, il s'appelle Pivert, Victor Pivert comme l'oiseau. Il s'est mis à le faire. Or, moi, je savais qu'il le ferait, mais je ne lui avais pas demandé avant, parce que si je lui avais demandé avant, il ne l'aurait pas fait. Probablement, il m'a dit, non, non, je ne vais pas le faire. Le film emprunte au vaudeville ses grosses ficelles, dans le comique de situation comme dans l'emboîtement des intrigues, ainsi qu'à l'actualité de l'époque, évoquant de manière évidente l'affaire Ben Barka. Il est l'un des premiers films comiques à mettre en scène la communauté juive de France, entendant délivrer un message d'humanisme, de tolérance envers toutes les communautés qui vivent ensemble dans la France du début des années 70. Sur les aventures de Rabbi Jacob en 73, alors vous m'avez dit que votre rôle sur ce tournage, vous avez été notamment dans le bain de chewing-gum. Mais est-ce que Louis de Funès, il a changé finalement par rapport à 1966 quand vous l'avez vu et côtoyé dans La Grande Vadrouille? Est-ce que l'homme a changé? Disons qu'il contribuait beaucoup à la mise en scène. Il savait ce qu'il voulait. Donc, le metteur en scène le suivait. Et il s'entendait bien avec Gérard Houry, donc oui, ça facilite les choses. Ouais. Donc, dans Rabbi Jacob, il est venu me complimenter, chose qu'il ne faisait que très rarement. Donc, il était avare en compliments. Je doublais un comédien, et quand De Funès est assis dans son fauteuil
dans le bureau, il est déjà tombé une première fois. Donc, on défonce la porte, en prenant de l'élan, on défonce la porte de son bureau. Entraîné par l'élan, on arrive sur le fauteuil et, comme c'est un fauteuil avec des roulettes, il repasse au travers de la baie vitrée. Là, il faut qu'on soit précis pour bien pousser le fauteuil afin qu'il tombe dans la cuve et non pas à côté. Bien sûr, là, De Funès était doublé. Et c'était un peu délicat parce que ce fauteuil, quand il est tombé, il se retournait. Et il y avait les pieds du fauteuil qui étaient en l'air. Donc, il fallait pas tomber dessus parce que sinon, on risquait l'accident, quoi. Donc là, il était content, ça lui a plu. Il est venu dire bravo, c'est du bon travail. Il est trop grand encore? Non, il a 1 cm de plus que ceux que j'ai vu en envers, que les originaux. Non, il a l'air bien. Mais il me paraît bon de proportion pour le personnage. Ça se met en arrière, et enfin ça se met comme on veut. Normalement, il se met droit, mais vous pouvez le mettre en arrière si vous voulez. Non, il sert, il faut qu'il serre comme ça. L'unique succès outre-Atlantique de Louis de Funès, le film est même nommé pour le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère en 1975. Gérard Rouy, avec qui De Funès a tourné dans 5 films. Oui, on oublie très souvent Le crime ne paie pas en 1962, s'empresse de lancer le projet suivant toujours bâti autour de ce dernier. Le film s'intitule Le Crocodile et De Funès devait y interpréter un dictateur acariâtre. Mais malheureusement victime de 2 infarctus en mars 1975, Louis est obligé de renoncer au film. Les médecins annoncent à Louis de Funès qu'il ne pourra plus jamais retourner sur scène, pointant du doigt les 92 représentations de la pièce La Valse des Toréadors qui l'ont sérieusement fatigué. Cette annonce le plonge alors dans une profonde dépression. Après un régime drastique et beaucoup de repos, il décide finalement de retravailler, mais les compagnies d'assurance refusent de le suivre. L'artiste se retrouve alors face à un mur. Il est impossible pour lui de retrouver le chemin de la comédie sans être assuré. Mais la situation se débloque grâce à Christian Fechner, un jeune producteur de 32 ans qui prend alors tous les risques pour que son acteur fétiche retrouve le chemin des plateaux. Louis, il y a 1 an et demi, 2 ans, pour vous c'était fini le cinéma, il n'était plus question d'y penser. Maintenant ça repart, vous avez l'impression de redémarrer complètement là? Oui, puis de repartir sur une base très nouvelle, avec un esprit très nouveau dans le comique, dans la manière de le jouer. Et De Funès revient en 1976, 1 an après ses 2 infarctus, dans l'excellent L'aile ou la cuisse de Claude Zidi. Attention, il faut le nettoyer. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Une comédie où il devait initialement partager l'affiche avec un grand blond avec une chaussure noire. Oui, vous l'avez bien sûr reconnu, il s'agit de Pierre Richard. Mais ce dernier se retira du projet peu avant car son rôle ne lui convenait pas. Il a été donc remplacé par Coluche qui va interpréter le fils de De Funès. Il faut dire que la rencontre entre ces 2 génies du rire s'est très bien passée. Ils ont appris à se connaître et à sympathiser lors de ce tournage. Avec Claude Zidi, il formait un trio surprenant. Et comme Bourvil l'avait fait pour lui au moment du Cornio, Louis de Funès demande que le nom de Coluche figure à côté du sien en haut de l'affiche. C'était un homme rigolo, charmant. On m'avait dit une réputation épouvantable, il est très méchant, il va te mettre de dos, il sera de face dans le champ et dans le contre-champ. Au fur et à mesure que tu parles, il tourne. Et puis après ça, si de toute façon, s'il t'a pas eu au tournage, il t'aura au montage parce qu'il y passe. Et en fait, c'est pas vrai. C'est un homme charmant qui a demandé à ce que je partage l'affiche en vedette avec lui alors qu'il n'était pas obligé. Dans ce film, De Funès campe le rôle de Charles Duchemin, un redoutable directeur de guide gastronomique, le guide Duchemin mondialement connu. Et il tente de transmettre la passion de son métier à son fils, lui qui préfère les arts du cirque. L'aile ou la cuisse dénonce la société de consommation qui commence à prendre le pas et met l'accent sur la nourriture industrielle, on va dire la malbouffe. Et comme souvent, le film fut un succès avec plus de 5,8 millions d'entrées. 2 ans plus tard, en 1978, il récidive avec Claude Zidi dans La Zizanie et partage cette fois l'affiche avec une Annie Girardot qui se prend de passion pour lui. Cet homme, quand tu voyais De Funès, la gentillesse qu'il avait,
Il avait un amour, on avait un amour comme ça. Il avait beaucoup de douceur dans le regard, vous dites aussi. C'est quelqu'un, je sais qu'il m'aimait et il savait que je l'aimais. Il retrouve également Julien Guillaumard, avec qui il venait de tourner dans L'aile ou la cuisse, et Maurice Rich, qu'il a fait débuter au cinéma dans Le Grand Restaurant en 1966. La Zizanie, une excellente comédie qui égratine un peu le monde de la politique sans vraiment prendre de prise de position. De Funès y interprète le rôle de Guillaume d'Aubray-Lacaze, un maire libéral conservateur d'une ville de province et un industriel au bord de la faillite. Messieurs, vous trois, acceptez-vous de prendre ces demoiselles pour épouses et de voter pour moi? Le film marchera moins bien que d'habitude, mais fera quand même près de 3 millions d'entrées. Pour finir, un grand classique, bien sûr, La Soupe aux choux, son avant-dernier film réalisé par Jean Giraud, sorti en 1981. Un projet personnel auquel il tenait beaucoup. D'ailleurs, comme pour l'Avare, un an plus tôt, Louis de Funès partage ouvertement la réalisation du film avec Jean Giraud. Mais contrairement à leur précédente collaboration, Louis de Funès n'est pas crédité en tant que co-réalisateur. A noter que pour la première fois de sa carrière, Louis de Funès tourne avec un écran de contrôle vidéo qui lui permet de visionner immédiatement les prises. La Soupe aux choux, une comédie mêlée de science-fiction adaptée du roman du même nom de René Fallet paru en 1980, où Louis a partagé l'affiche avec Jacques Villeray et son vieux compère Jean Carmet. Il y incarne le personnage de Claude Ratignier, dit le Glaude, un paysan sabotier du hameau des Gourdiflots, et je crois bien que c'est dans ce film où l'on voit De Funès jouer pour la première fois une scène de tendresse. À sa sortie, le film est un succès commercial modéré pour De Funès, puisqu'il a attiré un peu plus de 3 millions de spectateurs en salle. Celui de La Soupe aux choux, non, ça n'a pas été difficile. Non, ça n'a pas été difficile du tout. Mais c'est difficile à jouer, par contre, parce qu'on a tourné pendant 14 semaines, et j'ai appris à marcher en sabot. Et c'est très difficile, et sur des gros cailloux comme ça, j'arrivais à courir dessus, avec les sabots. Cependant, il est considéré comme un film culte par le public et réalise toujours d'excellentes audiences à la télévision. Ayant tourné dans près de 150 films, Louis de Funès jouait comme si le spectateur était devant lui, comme au théâtre, avec cette même envie, cette même énergie. Et les chiffres parlent pour lui. Sur les 31 films dont il tient le haut de l'affiche ou la partage, tous ont dépassé la barre du million de spectateurs. 22 d'entre eux ont même dépassé la barre des 3 millions. C'est phénoménal. Le succès de ces films a perduré à la télévision avec des audiences énormes. Une popularité qui a traversé les générations. Adulé par un large public, l'acteur n'a toutefois jamais obtenu à sa juste valeur la reconnaissance de ses pairs. Mais après 40 ans de carrière, 40 ans à faire rire les gens et à essuyer bon nombre de critiques, Louis s'est retrouvé sur scène le 2 février 1980 avec sa timidité légendaire à attendre sa récompense qu'il a tant méritée. Un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière qu'il a reçu des mains de la star américaine Jerry Lewis. Louis, it is my pleasure to present to you from the French Academy this award of great achievement. So take this with the honor that I have to present to you. It is my pleasure, privilege,
And it is a heavy son of a gun. Bravo. Malheureusement, il nous a quittés il y a 40 ans déjà, le 27 janvier 1983. Il avait encore plein de projets, notamment tournés dans Papy fait de la résistance avec la troupe du Splendide, qu'il appréciait énormément. Lui qui a inspiré tellement de comédiens et de comédiennes et qui laisse un immense patrimoine cinématographique derrière lui, il a marqué la culture populaire de son empreinte à tout jamais. Quoi qu'on en dise, Louis de Funès était l'un des plus grands comédiens du XXe siècle. Indémodable et intemporel. Louis de Funès a apporté tant de joie et de bonne humeur à des millions de spectateurs que personne ne l'oubliera jamais. Et je vais terminer ce documentaire de manière très personnelle et par un immense merci. Merci monsieur de Funès de m'avoir donné tant d'émotions, de m'avoir tant fait rire et de m'avoir donné cet amour pour le cinéma et la comédie.